Bonjour, dans ce TP nous allons nous initier aux notions de colorimétrie. Comment peut-on définir et comparer les couleurs? Comment quantifier la teinte, la luminosité, la saturation d'une solution? Alors vous voyez ici un nuancier de teinte rouge. Alors on peut nommer ces couleurs de noms poétiques comme le rouge Bourgogne, le rouge ponceau, le rouge coquelicot. Mais ces dénominations sont bien subjectives. Les couleurs sont une perception de notre cerveau des ondes électromagnétiques dans le domaine du visible. Alors, sur l'exemple de la couleur rouge, nous allons voir comment un modèle peut quantifier la couleur d'une solution. Alors, le modèle que je vous propose, c'est le codage RGB. Alors, en anglais, c'est Red, Green, Blue, ou en français, c'est RVB, rouge, vert, bleu. Alors, il consiste à représenter l'espace des couleurs à partir de trois couleurs primaires, ou on va dire des trois canals, trois composantes. C'est le rouge, de longueur d'onde 700 nanomètres, le vert, longueur d'onde 540 nanomètres, et puis le bleu à 420 nanomètres. Ce modèle part du principe de la synthèse additive des couleurs. Il a été développé depuis un siècle, 1931, par la Commission internationale de l'éclairage. Alors, vous retrouvez ce modèle RGB dans plein de technologies, surtout celles du numérique, les moteurs à tube cathodique ou à cristaux liquides, les appareils photonumériques, les scanners, mais nous l'avons vu aussi, l'œil détecte les couleurs grâce à trois types de cônes, des cellules biologiques qui sont sensibles à ces trois couleurs. Alors, la première étape est donc de mesurer les composantes R, G et B. Alors pour ce faire, on pourrait utiliser un spectroscope, comme nous l'avons vu dans la vidéo sur la spectroscopie d'absorption. On va utiliser un capteur plus rapide, on l'appelle le colorimètre. Alors c'est un appareil qui permet de mesurer la transmittance, on va le voir. À partir d'une LED blanche, une source lumineuse, on crée un faisceau de lumière monochromatique au moyen de filtres que l'on place entre la source de lumière et juste avant la cuve. Alors ce filtre est dit passe-bande. Il ne fait passer la lumière que sur une bande spectrale relativement étroite d'environ ici 40 nanomètres. Alors on fabrique ces filtres à partir de la gélatine et ils sont montés, vous voyez ici, sur une diapositive. Alors vous avez 8 filtres à votre disposition. Alors pour sélectionner la lumière entre 400 et 680 nanomètres, on va bien entendu en choisir 3 qui correspondent au bleu à 440, au vert à 520 et pour le rouge, vous prendrez celui à 680 nanomètres. Alors bien pensez à mettre le filtre en position basse lorsque vous le glissez dans la fente de la diapo. Alors, le trou carré, lui, permet de positionner une cuve en plexiglas qui fait 1 cm par 1 cm de section. Alors, je vous montre comment positionner la cuve de manière à ce que le faisceau optique passe par les faces plates, les plus transparentes, et pas les faces triées. Vous voyez qu'il y a un sens pour les cuves. Alors, la cuve est ensuite placée dans le noir avec un cache. Alors, un capteur optique permet de traduire l'intensité lumineuse à un signal de tension aux bornes des fils rouges et jaunes. Alors, vérifiez bien que le curseur du colorimètre est sur la position grand T, c'est-à-dire pour la transmittance, et pas sur la position grand A qui donne l'absorbance. Alors dans ce cas, le voltmètre vous donne exactement la transmittance. Je vous donne la formule. Vous voyez que grand T, c'est le rapport de l'intensité transmise à travers la cuve sur l'intensité incidente. Donc elle va varier entre 0 et 1. Alors à chaque fois qu'on va utiliser un nouveau filtre, on va calibrer le colorimètre pour fixer la transmission T qui soit égale à 1 dans l'eau. Donc on considère que l'eau ne doit pas absorber et donc que la transmission fait 1. Donc on règle l'appareil à l'aide de deux boutons de réglage pour obtenir une valeur de tension qui vaut 1 volt, ce qui correspondra à une transmittance de 1. Donc d'abord avec le réglage grossier au départ, et puis ensuite on affine avec le booston plus précis, et vous voyez que T vaut bien ici 1. Alors si on change de cuve, avec une solution colorée, donc ici la menthe, donc la solution va absorber de la lumière, et donc vous voyez que l'intensité chute, et donc la transmittance se met à baisser. Alors, la valeur de transmittance va être mesurée avec les trois filtres, et c'est ce qui va nous donner les trois composantes R, G et B. Alors, pour vous amuser, vous avez à votre disposition plusieurs solutions. Cela va du vin rouge, rosé, blanc, des sirops de citron, grenadine de fraise, et puis du coca, du café, et même de la moutarde que l'on a diluée dans l'eau.
Alors, je vous donne ici les résultats dans un tableau des transmittances que j'ai mesurées. Cela correspond à mes concentrations qui sont inconnues. Donc, ce n'est pas forcément les mêmes que les vôtres. Vous savez qu'avec la loi de Beer-Lambert, les transmittances et les absorbances dépendent de la concentration. Alors, je vous donne quelques mots sur les origines des absorptions de ces produits. Alors, si on commence par le vin, la couleur du vin est directement liée à son spectre d'absorption. Si je prends par exemple un vin rouge, eh bien, le spectre présente, vous voyez ici un maximum vers 520 nanomètres en longueur d'onde. Et ça, c'est dû essentiellement aux anthocyanes. Alors l'anthocyanes, on le retrouve dans la pellicule, dans la peau du raisin, et ce sont des pigments moléculaires, des flavonoïdes, qui sont de la famille des polyphénols. Donc l'absorbance est due à 3 cycles aromatiques ici, et une particularité de ces molécules, c'est que cette absorbance dépend du pH. Alors concernant les vins blancs, c'est beaucoup plus difficile car le spectre d'absorption ne présente pas de maximum dans le visible, mais plutôt dans l'UV. Donc l'absorbance décroît, vous voyez, continuellement dans le visible, et donc il est difficile de mettre à profit le spectre d'absorption pour caractériser les différentes couleurs des vins jaunes. Néanmoins, l'absorbance à 420 nanomètres rend compte approximativement de cette couleur jaunâtre. Donc le vin rosé, lui, a un comportement intermédiaire entre le vin rouge et le vin blanc. Alors si on compare maintenant avec les sirops de couleur rouge, la fraise, la grenadine, la framboise, la couleur rouge est plus éclatante. Cela vient de la forme du spectre d'absorption. Il y a toujours un maximum d'absorption vers 520 nanomètres, vous voyez, comme le vin, mais la bande d'absorption ici est plus étroite. On dit que le facteur de qualité est plus grand. Et donc l'éclat de la couleur rouge est donc plus important. Alors cette absorption vient soit de molécules naturelles, soit de colorants ici. C'est une molécule artificielle. Je vous présente la molécule de colorant E120. C'est la cochenille que l'on peut trouver sous forme de poudre rouge. À l'origine, en fait, ce mot vient que cette teinture rouge était obtenue en écrasant un insecte mexicain qu'on appelait la cochenille. Donc le sirop de citron, cette fois-ci, vous voyez que sa couleur jaune vient de l'acide citrique. Alors c'est un acide qui n'a pas de cycle aromatique. Il a une bande d'absorption qui est plutôt, elle, dans l'UV, mais c'est une bande large, centrée en dessous de 300 nanomètres, mais cette bande est si large qu'elle décroît progressivement jusque dans le visible, jusqu'à 500 nanomètres. Donc la couleur jaune doit provenir de cette légère absorption entre 400 et 500 nanomètres. Vous pouvez tenir le même raisonnement pour la moutarde. Donc la molécule absorbante, c'est la curcumine, que l'on peut retrouver dans la racine du curcuma. Alors ici, il y a 2 cycles aromatiques, et la curcumine, elle absorbe à la limite entre le visible et l'UV. Donc la moutarde va donc avoir des transmissions fortes pour le rouge et pour le vert. Le café, alors sa couleur brune, elle ne vient pas de la caféine, donc on ne peut pas doser la caféine comme ceci par optique. La caféine n'absorbe pas dans le visible. Par contre, l'absorbance provient entre autres de plein de molécules, de la chlorophylle qui absorbe dans le rouge et le bleu, mais pas seulement. Vous avez aussi des caroténoïdes, dur à dire, donc c'est plutôt le bêta-carotène qui va absorber vers les 500 nanomètres. Donc la couleur café s'obtient par une superposition de molécules, superposition de réponse de molécules qui donne une absorbance globale assez forte sur tout le spectre. Alors revenons à notre tableau de transmittance grand T. Pour chaque composante ici, comprise entre 0 et 1. Alors on peut transcrire grand T en une information numérique si on veut les afficher par exemple sur un écran. Donc T est codé sur un octet, c'est-à-dire 8 bits. Alors je vous rappelle qu'un bit, c'est 2 informations, c'est soit 0 ou soit 1. Donc 2 à la puissance 8, ça fait 256 niveaux. C'est-à-dire qu'on code entre 0 et 255. Alors vous voyez que chaque couleur est bien une composition de 3 canaux, R, G et B. Donc typiquement le rouge, vous voyez qu'on peut le représenter par les 3 composantes 255, 0, 0. C'est-à-dire que le canal rouge est celui qui est totalement transmis. Alors que le jaune a une composante de rouge et de bleu, vous voyez, etc. Donc en combinant les niveaux de rouge, de vert et de bleu, on peut créer des millions de couleurs différentes.
Alors, donc en multipliant T par 255 pour chaque composante, vous avez les coordonnées numériques des couleurs RGB pour chacune des solutions que l'on a mesurées. Alors, sur un logiciel de dessin, vous pouvez représenter les couleurs avec des codes que l'on vient de trouver. C'est ce que je vous ai fait ici. On retrouve bien les couleurs de nos solutions. Elles sont désormais numérisées. Alors, on peut tenter de faire un graphique pour représenter par un point chacune de nos solutions. Alors, on définit ici un repère tridimensionnel avec les trois axes suivant le rouge, le vert et le bleu. On est dans ce qu'on appelle l'espace des couleurs. Donc, chaque point défini par les composantes RGB va représenter une solution. On voit que les points de même couleur sont proches. Ça permet de faire un premier classement. Mais honnêtement, la représentation 3D n'aide pas forcément visuellement à mesurer les distances entre les points. Alors, on va préférer une autre représentation donnée qui, celle-ci, va être bidimensionnelle et qui est basée sur la teinte et la saturation. Alors, on va être ici en coordonnées polaires. Alors, je vous rappelle un petit peu ce que sont les coordonnées polaires. On décrit n'importe quel point M de l'espace, donc sa position, par un rayon et par un angle. Donc l'angle ici, ça sera la teinte et le rayon sera la saturation. Donc la teinte va s'exprimer en degrés, ça va varier entre 0 et 360 degrés pour faire un tour. Et elle va indiquer en fait la nature de la couleur, c'est-à-dire si c'est rouge, orange, bleu, violet et indigo. Donc la teinte donne finalement une forme de couleur, sa place dans le spectre, c'est-à-dire c'est en lien à la longueur d'onde. C'est ce qu'on voit sur le cercle chromatique que je vous représente ici. À 0 degré, c'est soit du rouge, soit du violet. Et à 180 degrés, on est plutôt dans le bleu-vert. Alors, l'autre information, la saturation, elle va indiquer si la couleur est vive, c'est-à-dire brillante et intense, ou alors si c'est plutôt terne, c'est-à-dire à l'opposé, que la lumière est plus faible et difficile à voir. Allez, on va essayer de représenter nos solutions sur ce diagramme polaire. Donc je vais vous décrire les détails de calcul. Vous allez voir qu'on a des valeurs intermédiaires à calculer. Alors je reprends mon tableau de transmittance. Premièrement, je repère les transmittances maximales et minimales. Alors au passage, la transmittance maximale, ça s'appelle la luminosité. On va la noter grand L. Et donc la luminosité grand L va indiquer si la couleur est claire ou foncée. Par exemple, pour le citron, grand L correspond à la transmittance qui est maximale pour 520 mètres. Ensuite, deuxième étape, on calcule le chroma, ou notre grand C, qui est la différence entre la transmittance max et min. Donc ça représente un peu l'éclat de la solution. On voit que C est plus élevé pour les sirops, sans doute là, dû à des colorants un peu moins naturels. La troisième étape, on obtient la saturation optique, grand S. Alors c'est le rapport entre le chroma et la luminosité. On mesure ici quantitativement la notion de brillance. On peut noter une grande différence entre les vins blancs ou rosés, où S est inférieur à 0,5, et pour le vin rouge, qui vaut S égale 0,9. Alors la quatrième étape, c'est la mesure de la teinte. Alors ce n'est pas direct ici, en fait, il y a trois équations à choisir suivant si la luminosité L correspond plutôt à la radiation bleue, verte ou rouge. Alors, je vous montre ici le cas si c'est le rouge qui domine, et c'est finalement le cas pour toutes les solutions sauf le citron. L'angle de teinte est donné par 60 degrés que vous allez multiplier par la différence entre les transmittances entre le vert et le bleu, et vous divisez le tout par le chroma. Alors si c'est le vert, c'est notre équation qui domine. Vous voyez que c'est le cas du citron ici. En fait, il faut rajouter 120 degrés à la formule. Et si c'était le bleu qu'on n'a pas dans nos solutions, ça serait un ajout de 240 degrés. Donc voilà, notre tableau est rempli. Et donc, on peut placer tous nos points dans le diagramme polaire. Alors vous voyez que la saturation est comprise entre 0 et 1. Et ici, tous nos points sont dans un intervalle de teinte entre moins 7 degrés et 65 degrés. Alors, je vous superpose le disque chromatique. Vous voyez que toutes nos solutions ont une teinte qui correspond au rouge. Alors, cette représentation polaire en deux dimensions semble visuellement bien plus facile pour classer les solutions.
Voilà, alors en conclusion, ce travail pratique vous a permis d'appréhender les notions de couleur dans le visible. Nous avons vu l'origine des pigments, que l'on peut mesurer cette couleur en la décomposant suivant 3 canaux. Et on a vu plusieurs représentations. Au départ, on a vu le modèle numérique RGB, on a vu la représentation tridimensionnelle, et enfin, on s'est attardé sur la représentation polaire de ces données. Et donc, je vous ai montré comment passer d'une représentation à une autre. Et vous voyez que pouvoir quantifier la teinte et la saturation d'une solution, c'est pas si facile, pas si trivial, contrairement à ce que l'on pourrait supposer au départ. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt.